Ouais. Allez, bonsoir à tous. Je suis Jonathan Masuel, je suis le président du Porte-Mine en soi, mais je suis surtout très content qu'on puisse vous accueillir encore une fois à cette revue de projet de début d'année. C'est la troisième année qu'on fait ça, pas 3 années consécutives, mais troisième année quand même. Je vais vous présenter un peu le Porte-Mine, un peu comment va se passer la soirée. Clément va présenter aussi quelques éléments, et puis après on va pouvoir écouter plein de choses chouettes. Oh non, je vais la laisser à plat. Ça va, ça va. On est donc nous le Porte-Mine, on est un atelier partagé, une association. On est installé 36 rue Fongièvre. Pour certains d'entre vous, vous nous connaissez peut-être un peu. Et donc on a créé cet espace il y a maintenant 6 ans, pile. C'est un espace de travail partagé. On avait un besoin d'avoir à la fois des ateliers et des bureaux. Et donc on a essayé de s'organiser tout seul. Donc on a monté une association et c'est l'association qui loue les lieux et qui qu'on fait vivre au quotidien. Et notre idée aussi derrière ça, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut montrer un peu qu'il existe un design clermontois, on va dire, si ce n'est auvergnat. On s'était rendu compte que on était un peu invisible. Les gens avaient tendance à aller vite à Saint-Étienne s'ils savaient que ça existait, sinon à Paris. Donc voilà, on fait un peu ce qu'on peut en local pour donner aussi la parole et faire se rassembler les designers. Je vais passer sur la diapo suivante parce qu'il y a plus d'infos sur ce qu'on fait. Et donc on essaye de mettre en place un peu régulièrement des actions. Le truc le plus efficace qu'on ait trouvé à faire, c'est d'organiser des apéros parce qu'au moins les gens viennent. Si c'est pour boire un coup, ça marche bien. Donc on essaye de le faire tous les mois. C'est ce qu'on appelle les apéros design. Ça se fait un vendredi par mois. Et maintenant, une fois tous les 2 ou 3 mois, on essaye d'accoler à ça ce qu'on a appelé un porte-voix. Le porte-voix, c'est un moment durant lequel, avant l'apéro, quelques personnes peuvent présenter très rapidement leur projet. Donc ça va encore beaucoup plus vite que ce qu'on a ici. Mais c'est l'idée de pouvoir lancer un peu des discussions et s'assurer que les gens connaissent un peu qui fait quoi dans le milieu des gens qui viennent un peu se croiser à l'atelier. Et donc le prochain, c'est le 31 octobre et ça sera à 18h30. Voilà. Donc c'est porte-voix puis apéro design. Et puis après, maintenant, on a pas mal d'autres petits ateliers qui se mettent en place. Loïc, qui n'est pas là ce soir, aurait été vachement plus efficace pour en parler. Et donc, on a un premier atelier qui est un atelier pictographique. Donc, Loïc est spécialisé de toutes les petites formes. Et il a invité une amie à lui qui est une designer berlinoise qui vient donc le samedi 1er novembre proposer un atelier. J'aurai beaucoup de mal à vous expliquer exactement ce qu'il en est, mais je peux que vous inviter du coup à aller voir un peu plus la newsletter et Loïc va sûrement partager des infos sur le compte Instagram pour vous expliquer ce qui va se passer pendant cet atelier-là. Autre chose que Loïc est très moteur pour lancer, c'est le Design Book Club. En gros, on s'est rendu compte qu'on avait tous plein de bouquins vachement intéressants, mais qu'on les avait tous chez nous et qu'on n'avait pas vraiment de moyens de les croiser. Et donc, on a fait un club de lecture du samedi matin avec plein de bouquins que personne n'a jamais vus parce que c'est une édition bizarre qu'un mec a fait une fois dans sa vie. Loïc a plein de ça. Et donc, voilà, si vous voulez amener, vous, des livres étranges que vous avez ou juste des éditions un peu intéressantes, c'est l'occasion. Et sinon, vous pouvez aussi, du coup, regarder ce qu'ont apporté les autres personnes. C'est vachement intéressant. Et le prochain, ce sera le 15 novembre. Et en fait, on fait ça en matinée, 10h, 14h. Comme ça laisse le temps de s'installer et puis de lire un petit peu. Et c'est juste, vous pouvez être de passage 30 minutes si vous avez envie. Et dernier gros moment qu'on va faire sur la fin d'année, ça sera le marché de Noël. Parce qu'au Porte-Mine, on a des gens qui sont vraiment aussi dans la production de pièces, et notamment Cécile, que je ne sais pas trop où elle est, qui fait de la céramique et donc on s'est au fur et à mesure installé de plus en plus dans l'idée de faire un marché de Noël tous les ans pour pouvoir proposer un peu les pièces qu'on fait dans le Porte-Mine et aussi les pièces que des gens qu'on aime bien font. Et donc on invite pas mal de gens et cette année, on est quoi, une douzaine, je pense, de personnes à présenter nos pièces à ce moment-là. Voilà pour ce qui se passe jusqu'à la fin de l'année. Si ça vous intéresse un peu de suivre un peu plus le Porte-Mine et de voir un peu mieux ce qu'on fait, vous pouvez aller taguer le géant QR code pour en gros nous soutenir. On est une association, donc vous pouvez donner 10 € à l'année pour nous soutenir. C'est vraiment juste si vous avez envie, sinon vous pouvez venir quand même. Et on a enfin une newsletter qui fonctionne, donc vous pouvez aller vous abonner sur le site internet. C'est une vraie newsletter, une fois tous les mois, 3 mois. On vous spamme pas, on évite. On en fait une longue et après on vous fout la paix. Et voilà pour ce qui est du Porte-Mine. Et donc je vais laisser Clément expliquer un peu plus pourquoi ce soir le thème c'est design et réemploi, les conditions un peu de cette conférence.
Merci. Donc, je suis Clément Dubois, je suis scénographe et directeur artistique et aussi cofondateur et président de Artex. Donc, Artex, c'est une ressourcerie culturelle qui est à Clermont-Ferrand, la seule ressourcerie culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, donc, je suis aussi membre permanent du Portemine. Donc, l'idée, c'était que cette année, Clermont-Ferrand recevait toutes les ressourceries de France. C'est les journées nationales du réseau national des ressourceries artistiques et culturelles, et de mutualiser, en fait, parce qu'on aime bien la mutualisation dans les ressourceries, cette idée de journée nationale et de conférence du Portemine pour avoir en fait des acteurs, des actrices qui travaillent autour de ces questions de réemploi et surtout de réfléchir à ces méthodologies de réemploi dans nos projets de créateurs et créatrices. Donc c'était l'idée. Artex, c'est quoi? C'est une sorte de caverne d'Alibaba où on récupère tout ce qui est matériaux, tout ce qui est décors, costumes, accessoires, de ce qu'on appelle grossièrement les ICC, les industries culturelles et créatives. Donc ça va de l'opéra à l'événementiel. Et l'idée, c'est de mettre ces matériaux à disposition à très bas prix pour tout le monde et pour éviter en fait que tout ça parte à la benne et que ça crée du déchet. C'est le principe d'Artex. Le réseau national, Damien, je sais qu'on t'a beaucoup sollicité aujourd'hui. Le principe du ressac, donc nous on est arrivé en fait dans le ressac, ils nous ont accompagnés pour le montage de notre ressourcerie. Et l'idée en fait du ressac, c'est d'animer ce réseau. Donc là, c'est le deuxième jour, il y a encore une demi-journée demain de travail avec toutes les ressourceries de France, où en fait c'est comment on anime un réseau, comment on anime un territoire et comment on développe le réemploi chacun sur son territoire. Donc on a plein de, je ne vais pas tout citer, mais il y a La Rochelle, Nantes, Paris, Bordeaux, Dijon qui est là, et puis plein d'autres ressourceries, Strasbourg aussi. J'espère que j'oublie pas. Bah, Strasbourg, c'est nous. J'espère que j'oublie personne. En tout cas, voilà, c'est hyper enrichissant aussi de retrouver, de se dire, bah tiens, en fait, qu'est-ce qui se passe ailleurs en France et chacun comment gère son territoire et comment développe les pratiques de réemploi et de réemploi créatif. Damien, je te laisse la parole sur le réseau national. Ouais, mais tu as tout dit presque. Donc oui, on est un réseau national qui regroupons l'ensemble des dynamiques d'économie circulaire du secteur culturel sur le secteur de la France. C'est parti de Paris, parce qu'il paraît que ça part toujours de Paris. Et à un moment, nous, on en a créé une à Nantes. Et puis on s'est dit qu'il fallait mailler le territoire intelligemment sur le territoire français. Et on a lancé ce réseau-là. Les premiers créateurs étaient essentiellement sur Paris. Et nous et La Rochelle qui étaient là à l'époque. Et l'idée, c'est d'aider à la structuration d'un territoire intelligent et d'amener le maximum de personnes dans cette économie circulaire. C'est que du bon sens paysan, hein, on récupère et puis on réemploie et on remet en route. Donc là, méfiez-vous parce qu'on peut démonter cette salle en une soirée et revendre les meubles et les projecteurs. J'ai vu que Bobby regardait pas mal là-haut parce que lui, il fait que du D3E. Donc voilà. Et là, on est super content de venir à Clermont-Ferrand parce qu'on tourne tous les ans. On fait une année à Paris et puis une autre année en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous avez la chance d'en avoir une. Prenez-en soin, beaucoup. Voilà. Puis en plus, vous avez grillé Lyon, alors vous pouvez être fiers. Merci. Je te repasse la main, Jonathan, sur la conférence. Merci. Alors du coup, on va attaquer la conférence concrètement. Hop. Donc vous allez avoir 4 interventions. On va commencer avec Emmanuel, ensuite on aura Julien, Quentin et enfin Lise. L'idée, c'est qu'à chaque fois, le modèle est à peu près le même. Ils vont pouvoir présenter pendant 15 minutes leur travail, leur façon de faire. Et ensuite, on aura 5 minutes d'échange. Donc si jamais, pendant une présentation, il y a quelque chose qui vous fait tiquer, que vous avez envie de revenir dessus, vous aurez la parole après. On vous fera passer le micro. Et donc voilà, retenez des choses pour pouvoir poser des questions si vous en avez. Et puis, je te donne la parole. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous tous d'être ici. Petit point technique. Qu'est-ce que je fais? Je le fais en podcast?
Alors, du coup, moi, je suis Emmanuelle Guyard et je vais vous parler de la Fashion Week de Quinja. Donc, la Fashion Week de Quinja, ça a eu lieu le 10 novembre 2024. Et Quinja, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village de 1300 habitants dans le Livradois, en direction d'Ambert, voilà, à 1 heure d'ici. Mais avant ça, je vais vous parler de moi. Du coup, je m'appelle donc Emmanuelle Guyard, j'ai 38 ans. Je viens du monde du design graphique. J'ai étudié à l'ESA Dupéré en 2007-2008. Et tu peux tourner. Après ça, je suis allée travailler dans les grandes agences de pub de Paris pour le Grand Capital. Et je me suis spécialisée dans les jeux à gratter et le luxe. Ça n'a aucun rapport. J'ai découvert les joies de l'open space, des charrettes et des talons. J'en mettais plein. Tu peux passer. En 2011, un jour, j'ai tout plaqué et je suis partie monter un collectif pluridisciplinaire avec des archis et des constructeurs. On s'intéresse aux manières de reconstruire les communs, on fait pas mal de chantiers participatifs, on se crée beaucoup d'outils de co-conception. Ça s'appelle le collectif ETC, pour ceux qui connaissent. On est une douzaine et on est nomades en fonction des projets sur lesquels on aime aller habiter. C'est bon. Merci. Puis vient l'appel de la vie rurale, et plus précisément le village de Quinja. Je quitte ETC pour m'installer dans une ancienne banque, avec encore là une douzaine d'amis, d'autres amis. La vie est douce, et il y a encore d'autres amis qui viennent s'installer, et avec certains d'entre eux, on crée le collectif Rural Combo. Donc c'est une association qui est composée de gens qui viennent de Bellastock, des Ambules, du PMU, et on monte des projets à Pérignat et Billon. Personnellement, je travaille pendant 3 ans à l'ancien collège de Billon, donc c'est le grand bâtiment que vous voyez là. Aujourd'hui, ça s'appelle la Perme et j'y travaille comme une concierge pour voir comment est-ce qu'on peut le réouvrir tel quel. En 2021, je tombe malade et j'arrête toutes mes activités pour quelques années. C'est long et je m'ennuie un peu. Et là, je découvre la couture. C'est devenu un fil rouge un peu dans mes journées et je récupère des couvertures pour en faire des blousons, des rideaux de cuisine pour en faire des chemises, des rideaux, des nappes pour en faire des cagoules. Je fais les fonds de placard, les vides-greniers, les ressourceries et je dépoussière ma machine à coudre de ma grand-mère. Oups. À cette époque, je regarde Drag Race et je m'émerveille de leur création textile. J'adore cette idée de créer des personnages et de les incarner le temps d'une soirée. Je couds des paillettes à mes manteaux pour sortir de mon image de malade en pyjama. Petit à petit, ma garde-robe se remplit de strass et de textures et je détonne un peu sur la place du marché de mon village. C'est là qu'on a parlé pour la première fois de l'idée d'une Fashion Week. Et pourquoi ne pas choisir le mois le plus déprimant de l'année, novembre? C'est le brouillard qui tombe, le calendrier vidé de toute joie de vivre. Il y a de la place pour de l'inutile et des paillettes. L'idée d'organiser une Fashion Week donc fait son chemin. Mais attention, le réemploi de l'idée. Ici, le déchet, ce serait la Fashion Week. Et on la transformerait pour lui donner un usage différent, pour lui donner une seconde vie. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On s'est débarrassé de l'ultra-luxe élitiste et de ses prix délirants. On n'est plus dans des grandes capitales capitalistes. On a perdu, on s'est émancipé des injonctions au corps normé et de l'ultra-maigreur. Du rythme des collections trop éphémères, des trajets par avion et de leur empreinte carbone, des fonctionnements hiérarchiques écrasants, et j'en passe. Mais voilà, on a essayé de faire quelque chose avec ça. C'est bon. Très concrètement, j'ai commencé par envoyer un mail à une 50aine de contacts en leur proposant une date plus d'1 an plus tard et différentes manières de s'impliquer. La proposition était que chaque volontaire ou groupe pouvait créer sa maison de moyenne couture et défiler sur une dizaine de minutes sur la thématique de son choix. Pas besoin de savoir coudre, on pouvait présenter la garde-robe de sa grand-mère, inventer le défilé avec le plus de superpositions possible, c'était très libre. On cherchait aussi pas que des maisons de couture, mais des mannequins, des bricoleurs, des couturiers, des sérigrapheurs, des brodeurs, mais aussi des journalistes mode, des photographes, des musiciens, des constructeurs de décors, des créateurs lumière, des gestions de sosies de VIP, et d'autres postes à inventer, et tout était ouvert, et les réponses ont fusé, ma boîte mail était pleine, et les gens étaient très, très enthousiastes. On avait 1 an devant nous, du coup, pour nous affairer. On est allé voir un peu les acteurs du territoire, dont la médiathèque de Quinja, qui a fait venir l'intégralité des ouvrages sur la mode du département.
On est allé voir aussi la section déchets de la Comcom parce que c'est une grosse problématique pour eux. La question du textile, dans le livre à doigts, on jette énormément de textiles et donc du coup, ça les intéressait de faire une projection de documentaire sur la fast fashion ainsi qu'un troc de fringues. Et on a organisé, des résidences d'échange de savoir et de techniques. Donc on en a fait 4 pendant l'année et on peut passer. Du coup, on y mangeait bien parce qu'il y en a qui amenaient plus de gâteaux que de tissus. Et voilà, ça permettait de pouvoir faire des échanges entre ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. Et une fois par mois, j'ai envoyé une newsletter, c'est bon, on peut passer, pour garder le rythme et la mobilisation. J'ai raconté ce qui se tramait en coulisses, les photos des résidences et des conseils expo, docu, films et surtout les prochains rendez-vous. Même si dès le début, je me suis dit, allez, je vais faire ma collection moi aussi et ma maison de couture, je me suis vite rendu compte que l'endroit où j'avais l'impression de créer le plus, c'était la Fashion Week elle-même. En fait, le travail, ça se situait dans l'installation de règles du jeu pour créer du commun entre un peu tout le monde, mais surtout pas dans de la direction artistique. Donc ça a laissé beaucoup de liberté aux maisons de couture, mais beaucoup de stress pour moi. Parce que j'ai commencé à savoir à quoi m'attendre que quelques jours avant l'événement. Les maisons elles-mêmes ont découvert le reste du spectacle qu'au moment de la répétition le matin même. Et encore, il n'y avait que quelques maisons qui étaient là. Il y a plein de maisons qui ont débarqué à l'heure même du défilé et qui ont pris place. Non, je veux bien encore un petit peu, s'il te plaît, merci. Concrètement aussi, je me suis appuyée sur les énergies qui étaient déjà là. L'idée n'était pas de créer des grands groupes et de créer des organisations, mais le but était de prendre des groupes locaux ou des groupes d'amis ou des groupes... par exemple, il y avait des villages qui s'auto-organisaient. Tout le monde n'était pas à Quinha. Et donc, du coup, ça permettait d'éviter les grandes réunions avec 150 personnes... voilà. Et donc mon intervention, ça se résumait à des encouragements ou des mises en relation en disant ah ben tiens, machin aussi est en train de faire une collection sur tel sujet, rapproche-toi de lui ou d'elle. Il fallait tendre les oreilles au bruit de couloir parce que du coup c'était que des ragots. Et chaque groupe a mis en place sa propre organisation et c'était aussi hyper intéressant cette auto-organisation, cette autogestion. L'organisation générale de l'événement a été portée par la Maison Mère, un groupe d'une dizaine de personnes. Et le choix a été de créer une base de qualité sur laquelle les maisons pourraient s'appuyer pour mettre en valeur leur collection. Donc ça, c'était transformer le gymnase en salle de spectacle. Il y avait un travail à faire sur la lumière, la scénographie des espaces d'accueil du public et proposer une buvette et une restauration locale parce que le but est quand même que ça soit une belle fête. Et il faut dire aussi que cet événement s'est fait sans budget ni subvention. Donc tout le monde était bénévole, sauf la régie lumière qui a été payée par la buvette. Et donc tout le monde était traité à égalité. Ça a favorisé l'esprit de la débrouille, du réemploi, l'économie de moyens, du temps. Chacun choisissait de donner ce qu'elle voulait par plaisir. Tout ceci était comme un grand jeu de rôle collectif où la réalité a finalement dépassé la fiction. C'est bon. Ce grand jeu de rôle s'est tenu toute l'année avec par exemple cette agence de mannequinat créée par un groupe de personnes dont la mission était de recruter des modèles pour ce grand défilé. Comme dans une vraie agence, il y avait un catalogue avec les photos des mannequins et leur mensuration pour que les maisons de couture puissent créer sur mesure les costumes. C'est beau. Le jour J, on a continué ce jeu de rôle et on a installé deux videurs à l'entrée qui refusaient les gens qui n'avaient pas d'invitation. Donc les visiteurs étaient assez déboussolés. Heureusement, c'était fait avec beaucoup d'humour. Et il y avait une revendeuse d'invites sous le manteau qui les rattrapait et qui leur vendait des invitations à prix libre. Donc c'était une manière de mettre en scène le prix libre dont la somme nous a permis à faire un autre projet dont je vous parlerai après. C'est bon. Que serait une Fashion Week sans ses influenceurs ? La famille des Kardashians, alors attention, c'est les chiants à la fin, C-H-I-A-N-T-S. Ses gardes du corps et ses équipes télé, donc là on aperçoit la serpillière Perche sur la photo, ont mis le feu quelques minutes avant le défilé, distribuant des billets de Monopoly et éblouissants par leurs costumes assortis. Ils étaient tous habillés avec les mêmes tissus. Leur arrivée est commentée en direct au micro
Et pendant que la foule se chauffe doucement, il y a quelqu'un qui avait que ça à faire et qui a compté, et il y avait environ 700 personnes. Le public était très beau aussi, avait sorti ses plus belles claquettes et casquettes. Et pendant qu'il y avait l'équipe de l'association En Sol qui préparait des sandwichs aux produits maison et de saison, les recettes de cette vente ont servi à accompagner des familles en difficulté à Kenya. En coulisses, la lumière se tamise, le stress monte d'un cran. Suspense. Les modèles chuchotent, c'est à leur tour d'entrer en scène. Je vais vous parler de la première maison de couture. C'est celle des foyers d'adultes handicapés de Kenya, HOP et RAS, handicap. Commencer par eux était un choix logistique. 17h, c'était déjà tard pour leur emploi du temps rodé, mais aussi artistique. J'avais assisté à une répétition de leur défilé quelques jours avant et j'en avais déjà pleuré. C'est bon, on peut passer. Et je vais laisser la parole à ces mannequins et leurs accompagnantes, personnes qu'on ne voit jamais dans une Fashion Week, parce que je les ai interviewées après. Il y avait beaucoup de monde à la salle des fêtes, on était impressionnés. On n'avait pas peur, non. Ils ont défilé avec un naturel, on les a vus se lâcher. Et puis, ils ont vu des gens qu'ils connaissaient dans le public. Ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est les applaudissements. Rien que de penser à ça, je suis émue. Pour la première fois, j'ai essayé de le faire, c'était bien, c'était encourageant. C'est bon. On m'a jamais applaudi comme ça, moi, jamais. Aimée était fatiguée, elle était tellement heureuse à la fin. Les gens criaient « La mariée, la mariée !» et elle faisait des bisous au public. Dimitri, on lui a proposé de l'accompagner, il a dit non et il est parti tout seul et il a fait son show. Il a dansé devant tout le monde, un vrai roi. Erika m'a fait rire, après le défilé, on s'est tous réunis et Erika continue de danser toute seule dans les coulisses. Concrètement, ils ont travaillé toute l'année pour créer leurs costumes. D'abord à partir de dessins sur la base d'un gabarit à leur image, puis à partir de draps, rideaux, tissus offerts par la friperie associative Kenya et des partages. Les accompagnantes ont cousu les vêtements dans la salle des résidents, laissant à l'un le soin de coudre ses boutons ou à l'autre de décorer son chapeau. Les résidents ont tout choisi jusqu'à leur maquillage. Oui, c'est bon. Je ne vais pas vous raconter les 28 défilés dans l'ordre car je n'ai plus beaucoup de temps. Je le savais d'avance. Mais je ne pouvais pas vous parler de remploi sans citer la maison Voyage Voyage de l'atelier Montfouillou. Et j'ai perdu ma page. Alors, cette collection a été fabriquée quasiment uniquement à partir d'une tente que Catherine a trouvée dans une poubelle quelques jours avant l'événement. On peut passer. Du coup, là, cette tenue, par exemple, c'est une cape qui a été faite avec le double toit de la tente et sa moustiquaire. Et comme on ne pouvait pas la porter sans rien... Ah oui, la cape a été doublée avec un duvet presque brûlé, semi-brûlé, elle a dit. Elle avait trouvé avec la tente. Et comme cette tenue ne pouvait pas être portée sans rien dessous, elle a fabriqué un crop top et une mini-jupe avec le sac de la tente, ainsi que sa banane en duvet. Là aussi, au début, elle a hésité à utiliser le sol de la tente parce qu'elle le trouvait moche, mais finalement, elle a décidé d'en faire quand même une tenue avec cette robe pouf, c'est comme ça qu'elle l'appelle, et ce haut, le chapeau aussi a été fait avec un des arceaux de la tente, et donc on voit sur l'autre tenue le sac de la tente et les sangles qui servent à faire des bretelles. Là, c'est une robe de type corolle. Il fallait remettre un arceau pour faire un bel arrondi au bas de la robe. Pour la ceinture, un bout d'élastique qui servait à maintenir la tente pliée et pour faire tenir le haut de la robe, un des rubans. La tente, utilisée dans son entièreté, a permis la création de 6 looks. Dans un même esprit, elle a upcyclé d'autres matériaux, des morceaux de tente et de chaises de camping, une bâche de tonnelle et des voiles de kite et de windsurf. C'est ainsi qu'est née cette collection Voyage Voyage, composée de 14 tenues. On peut passer. Et toujours dans l'idée de jouer avec les codes de la Fashion Week jusqu'au bout, Catherine a choisi de terminer son défilé par une robe de mariée. Si on parle de réemploi, je dois aussi vous parler de la maison Faut Résister.
Forez plus loin, Isté, avec la collection Résister, c'est créer. On peut y aller. Des tenues rock et pneumatiques, des robes poétiques en vannerie ou en impression végétale, des tenues décalées faites de capsules, de sacs de croquettes ou de journaux. Un éclectisme guidé par l'idée de faire avec ce qui est là, juste sous nos yeux. Ici, la forêt, là, un déchet. On peut y aller. Ce qui reste, car pour eux, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se porte. On peut y aller encore. Oui, c'est beau. Oui. Et pour finir, une dernière maison de couture, Maison Pécor et sa collection Couture de moyenne montagne, un rural disco fluo à partir des matières du travail des campagnes, le bleu de travail, la ficelle agricole. Donc là, par exemple, c'est de la ficelle agricole pour faire ces 2 robes qu'elle a tressées. Là, c'est de la bâche d'ensilage. Et là, c'est la base d'un kimono fait à partir de bleu de travail qu'elle a retravaillé en patchwork. On peut y aller. « 28 maisons de couture ont défilé ce jour-là, permettant 3 heures de spectacle. C'est suivi une grande fête et des DJ sets. La Fashion Week a reçu énormément de retours positifs, mais il n'est pas prévu d'autres éditions car il n'existe pas de salle assez grande à Quinha pour l'accueillir. On peut passer. Le gymnase était initialement dimensionné pour 300 personnes, des personnes humaines, pas chèvres. Et la mairie nous a largement tapé sur les doigts. Elle n'était pas très contente. Donc maintenant, je peux vous montrer un petit film d'1 minute. Donc on peut lancer le film, si vous voulez, là-haut. Il y a 2 films qui existent, si vous voulez. Il y en a un de 10 minutes qui est disponible sur YouTube, si vous voulez en voir plus. Et là, c'est le teaser de 1 minute. Et le film a été tourné, là aussi, avec les moyens du bord. Il y avait 2 personnes pendant la journée qui faisaient les caméramans et qui eux aussi étaient dans le jeu, donc filmaient plein de gens. C'était une manière de aussi mettre en scène les faux photographes, mais en fait, c'était des vrais. Et donc, après, on a retravaillé les images parce qu'elles étaient belles et pour pouvoir en faire ce film. Fashion Week, Fashion Week. Fashion Week, Fashion Week. Fashion Week, Fashion Week. « 63590 », c'est le code postal de Quinha. La musique a été composée par des artistes locaux. Et après ça, du coup, le projet qu'on a continué à faire 6 mois après, c'est... ah oui, il n'y a plus le... Ah. C'est le VAG, le Vogue. En gros, on aurait aimé qu'il y ait des vrais journalistes qui soient là pour faire un hors-série de Vogue spécial Fashion Week de Quinha, mais comme ils n'étaient pas au courant qu'on faisait ça, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Donc le voici, qui a été édité en juillet et qui a été composé un peu de la même manière que la Fashion Week a été organisée. Chacun était libre de pouvoir écrire un article ou de faire une série de photos. Donc on a des fausses pubs, on a un article sur la grand-mère de Martial qui
qui fait des pulls depuis qu'il est petit. On a un photoshoot dans les rues de Quinha, comme si on était des mannequins bien habillés. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je le laisserai si vous voulez, ou je le ferai passer si vous voulez le feuilleter. Mais voilà, je finissais là-dessus. Et une petite photo d'ambiance. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Le premier, c'est toujours le plus compliqué, mais après, ça va venir. Non? Si. Bonjour. Moi, je me questionnais un peu plus sur comment, j'ai pas trop compris comment ont été choisis les groupes. Enfin, est-ce que ça s'est monté un peu plus ou moins tout seul ou comment vous vous êtes rentrés en contact? Qu'est-ce qui a permis les choix, quoi? Il n'y a pas eu de choix réellement. Il y a eu le bouche à oreille qui a fait que des gens ont commencé à se motiver. Ce qui a vraiment fait que ça a marché, c'est que le projet a été pensé 1 an en avance. Du coup, les gens avaient 1 an devant eux pour essayer de constituer un groupe et faire quelque chose. Et après, concrètement, 1 mois avant, j'ai réenvoyé un mail avec une inscription, un formulaire d'inscription. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une 30aine de maisons de couture qui voulaient participer. Mais je ne savais pas ce qu'elles voulaient faire et il n'y avait pas de décision à faire, de décider, de choisir qui allait participer ou non. C'est juste la règle du jeu de dire chacun a 10 minutes. Et moi, j'ai fait un ordre de passage avec une petite fiche qui était distribuée au public avec l'ordre de passage donc, et une phrase sur chaque maison de couture. Voilà. Mais il n'y a pas eu de sélection. Nous, on sort de 3 jours où on se questionne aussi sur l'impact sur le territoire de nos liens qu'on fait entre les gens, etc. Et je voulais savoir si ça avait été visibilisé d'une manière ou d'une autre entre la Comcom ou j'en sais rien, vos régions. Et puis les flux de textiles, ils viennent d'où? Est-ce que c'est les gens qui venaient avec? Est-ce que vous avez fait des collectes générales ou des choses comme ça? Il y a eu un moment, on s'est dit qu'on allait avoir besoin de beaucoup de textiles et du coup, on a voulu commencer à mettre en place une collecte. Mais il y a cette petite friperie à Quinha qui s'appelle Quinha Aide et Partage qui récupère déjà énormément de sacs de fringues de tout Quinha et alentour et qui, eux, nous ont dit, nous, on vous met à disposition tous les sacs que vous voulez. Donc avec ça, on s'en est servi pour faire la scénographie du hall d'entrée, par exemple. On avait recouvert tout le hall de vêtements qu'on avait classés par couleur, ce qui faisait un arc-en-ciel. Mais par contre, chaque maison couture était autonome aussi dans trouver leur textile. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y en a qui sont plus penchés vers des matériaux naturels, d'autres, justement, qui sont rapprochés de cette friperie-là. Et après, les fonds de placards, les couturiers ou couturières ont parfois des placards remplis. Personnellement, j'ai une armoire entière. Voilà. Pardon, du coup, il y avait deux. Oui. Et sur l'impact social que vous avez eu, là, il y a eu beaucoup de groupes différents qui se sont rencontrés à cet endroit-là. Et comment vous l'évaluez ou le valorisez ou Est-ce que ça, c'est... C'est dur à évaluer, mais on a eu 2 articles dans la montagne. Et après, ça a beaucoup parlé. Ça a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, ceux qui l'ont raté, déçus de ne pas avoir pu y aller. Mais c'est vrai que pendant 1 an, c'était un peu la thématique générale. Les gens qui se croisaient, ah mais oui, ça serait parfait pour la Fashion Week. Ça a bien mobilisé. C'était assez fort. Et après, ce truc d'impliquer le foyer de Quinha, d'impliquer la médiathèque, d'impliquer la Comcom, il y avait quelque chose d'essayer de faire un projet où on soit tous à cette mode. Combien de personnes ont appris à coudre ? Apprendre à coudre concrètement, j'en ai aucune idée parce que je ne sais pas dans les maisons de couture qui savait coudre et qui ne savait pas. Moi, ça a vraiment été une surprise de voir arriver les choses. Du coup, je ne peux pas répondre à ça. Après, dans les ateliers, je dirais une dizaine.
parce qu'il y avait Joël qui savait très bien coudre et qui a appris vraiment beaucoup de choses à beaucoup de gens. On peut faire une dernière question rapide. Bon, déjà, merci pour ça, parce que je trouve l'initiative extraordinaire. Et du coup, de là où je me trouve, pour travailler beaucoup avec la Fashion Week parisienne, je me questionne sur l'intention et le plaidoyer que vous avez souhaité porter ou pas derrière cette initiative. Et s'il y a eu une volonté que ça ne soit pas communiqué à plus grande échelle, pourquoi ? Parce qu'il y a des initiatives qui ont pu être portées, alors pas du tout sur enfin pas avec cette intention artistique-là du tout, mais avec une autre intention à Marseille, qui, j'imagine que vous connaissez l'initiative, mais donc du coup je suis hyper curieuse de savoir, au-delà de ce que vous avez voulu créer localement, pourquoi il y a eu ce choix. J'ai pas bien compris la question. Pourquoi il y a eu le choix de se positionner anti-Fashion Week ? Non, pas du tout. Ah. Ça, je le questionne pas du tout. Sur l'intention que vous n'avez pas souhaité ou voulu porter de manière plus globale en termes de communication, que personne n'en ait entendu nulle part à part ces 2 articles dans La Montagne. Vous avez volontairement pas communiqué à une presse plus nationale ? Au début, j'avais l'impression d'organiser une soirée déguisée avec mes amis. Et ça s'est transformé au fur et à mesure. Et quand, avec l'équipe de la Maison Mère, on parlait du nombre de sandwichs qu'il faudrait préparer et que certaines personnes pensaient 100, 200, et que moi je leur ai dit « Oula, on va être un peu plus, je crois », j'avais pas imaginé qu'on serait 700. Donc je pense qu'il y a de ça, il y a le fait que ça nous a un peu dépassé, même si on n'a pas été dépassé. Et après, je sais pas. L'échelle plus grande. Je pense qu'on a eu envie de le faire après, justement avec ce magazine qui s'est pas mal essaimé et tout. Mais avant, il y avait quelque chose de déjà stressant pour les gens qui allaient défiler, qui n'avaient jamais fait ça, et qui déjà devant faire ça devant les villages autour, ça allait être déjà beaucoup. Et du coup, cette échelle-là était, je pense, déjà une belle échelle. Mais si on en refaisait, je pense que oui, on irait plus loin. Merci en tout cas. Parfait, merci beaucoup. On va continuer. Je te laisse... Encore un coup. Nickel. Merci Manuel. Et du coup, c'est Julien qui a déjà la tablette qui va prendre la suite. Pardon ? Et du coup, on enchaîne de nouveau avec la présentation et puis on continuera avec les questions juste après. Bravo. J'ai adoré. C'est dur de passer après ça. Hein ? Ouais, j'avais pas compris que c'était ça l'exercice. En fait. Moi, j'ai tendance à arriver toujours un peu les mains dans les poches, donc je vais improviser comme je sais faire. Alors moi, l'objet de ce que j'ai créé il y a plus de 10 ans maintenant, c'était de rendre désirable un monde contraint, et qui partait en sucette déjà. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plein d'avenirs qu'on peut se tracer. Choisissez votre camp. Ça peut être un mix de ça aussi. J'ai pas complètement choisi. Ça dépend des jours, moi, en fait. Alors, s'il y en a un, déjà, je sais que j'irai pas, mais il y en a certains qu'on va subir. Et puis, bon, bref. Je vais pas vous parler de ces sujets-là. Je me présente vite fait. Pour le coup, je viens de La Rochelle. Je me qualifie de... Alors, je suis fan de neurosciences et de comment fonctionnent les cerveaux et tout ça. Et du coup, je me qualifie de... Donc, j'ai un cerveau qui est plutôt combinatoire. C'est pas facile, parce qu'en fait, j'ai toujours mis l'idée à la minute et tout. Alors, je vous invite à voir Il y a un petit TEDx sur ça de Emily Wapnick qui parle du multipotential. Et c'est un peu le schéma qui est à droite. En fait, moi, je suis spécialiste de rien, mais curieux de tout, et très passionné à chaque fois. Donc, ça me permet de tirer les ficelles de toute personne qui se ressemble et qui se revoit dans ce genre de profil-là. N'hésitez pas à aller voir le TEDx, il est incroyable.
Et donc, moi, j'adore avoir une scie dans la main, bricoler, mener des projets, fédérer les acteurs dans les écosystèmes et tout. Et bref, voilà. Donc ça, je l'ai mis un peu je l'ai mis au service de mon projet et avec des sujets qui tournent autour de 2 spécialités, mais en fait, ça change tous les jours. Je crois que je le présente jamais de la même manière. Et donc, j'ai tellement peur d'aller dans le tunnel en vous parlant du livre que j'ai aimé, tu vois. Non. Excusez-moi. Je suis fatigué. Je lance le chrono. Donc moi, pour le coup, nous, on base notre projet sur 2 piliers, le design et l'économie de la ressource. Donc le design, tout le monde sait ce que c'est. Alors, donc là, en plus, j'ai l'impression qu'on est une petite assemblée sur ces sujets-là et tout. Alors c'est vrai que souvent le design, on va faire un raccourci en disant c'est l'enjeu d'une fonction qu'on veut avoir d'un objet, d'une forme, d'un esthétisme. Le design il se situe au milieu de ça et c'est l'expérience qu'on va en retirer dans l'usage qu'on va avoir de cet objet-là. Alors on est souvent très focus sur l'objet, mais là je voulais vous parler et faire des petits rappels de ça. Ça c'est des outils que nous on utilise énormément puisque je vais vous expliquer tout ce que je fais avec ça. Et le design, c'est sûr que c'est toujours partir de l'existant et avec preuve d'empathie et de savoir comment vous êtes assis dans ce beau fauteuil rouge ou la manière dont on vit la Fashion Week, comme elle est faite et de questionner les gens qui la vivent ou ceux qui la voient de loin ou tout ça et finalement analyser l'existant et après laisser libre cours à produire des nouvelles idées, à innover. Et le design, ça permet de ça. Donc, ça permet de créer des objets et des bancs esthétiques sur lesquels on est assis, mais en même temps, ça peut permettre de revoir complètement des concepts et des choses comme toi, tu l'as très bien fait. Et pour le coup, plus on ouvre large le champ des possibles, plus ça permet d'être disruptif. Et encore plus face à ces contraintes qu'on a actuellement, il va falloir un petit peu se retrousser les manches et faire tourner nos cerveaux. J'aime bien cette petite citation d'Einstein qui dit que lui, le monde dans lequel on est, il est issu de notre pensée et que finalement, si on veut le modifier, il va falloir changer notre façon de penser. Et le design, je trouve, est un super outil pour ça. À la fois pour créer les objets, mais aussi pour changer les manières de le faire. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le design et c'est pas l'objet. Mais voilà, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que l'idée à chaque fois aussi, c'est de revenir, donc avoir des idées, partir loin et se laisser large le champ des possibles, mais en revenant vers du tangible et expérimenter, prototyper. Et pour pouvoir changer, il faut montrer que ça fonctionne. Pour pouvoir innover, il faut aller aux extrêmes, etc., explorer des choses qui n'existent pas encore. Et dans le monde qu'il faut écrire aujourd'hui sur les enjeux de durabilité, c'est ce que je m'exerce à faire un peu tous les jours. Et en l'occurrence, je dis souvent, c'est écrire les pages d'un livre qui n'existe pas. Donc c'est une petite mission quand même. Je dors bien, depuis que je me suis dit qu'on n'y arriverait pas. Mais en soi, ça permet de rester dans l'énergie, de créer, etc. Là, c'est un zoom sur le design thinking parce que c'est plutôt la pensée design et les processus et tout. Mais nous, on utilise beaucoup ça et de se dire qu'on est toujours contraint donc, par la volonté, les besoins des gens ou des activités, l'enjeu de la manière dont on va le faire et techniquement comment on va s'y prendre. Et puis il y a le petit côté business qui revient toujours, qui fait que comment on arrive à faire en sorte que ça soit viable et que ça puisse exister. Et au cœur de tout ça, finalement, c'est quelle nouvelle émotion on génère ou quel nouveau projet on va pouvoir générer. Ce design-là, nous, on l'appuie sur les enjeux de l'économie de la ressource et de l'économie circulaire, donc au sens large. Donc pareil, je ne vais pas vous faire une formation sur l'économie circulaire, et je vais vous parler de ce qu'on fait. Et en l'occurrence, nous, on tape un peu dans tous les piliers de l'économie circulaire. On a dans nos équipes, et je vais vous en parler, plein de profils très différents. Et donc l'économie de la ressource, mettre la créativité et le design au service de l'économie de la ressource, c'est ce qu'on fait dans un tiers-lieu.
que j'ai monté il y a plus de 10 ans, qui s'appelle La Matière. Alors, ce lieu-là dans lequel on est, c'est pas celui avec lequel on a commencé. On a commencé avec un petit camion et des outils dedans, où on allait récupérer tous les déchets jetés sur l'installation du festival qui s'appelle les Francopholies à La Rochelle, et où ils jettent des bennes entières de 30 mètres cubes de matériel. Et avec ça, on a du coup essayé de travailler sur la manière de refabriquer tout un bistrot et toute une guinguette, avec 120 places et un petit bar et tout, avec toute cette récup-là. Donc la genèse, elle est née de ça, avec pas grand-chose. Et puis après, on a eu un petit local, et puis encore un plus grand, et puis on a grandi. Et aujourd'hui, on est dans un tiers-lieu qui fait plus de 2000 m², qui est vraiment dédié à ces enjeux de l'économie de la ressource et les enjeux de la transition écologique et sociale. Et ça, il faut bien insister sur ce dernier aspect-là, parce que avec l'économie circulaire, on parle souvent des enjeux environnementaux et tout, mais en fait, l'enjeu de l'inclusion sociale j'ai failli pleurer quand elle a montré la première maison de couture. Et heureusement qu'on a changé vite de slide. Mais pour le coup, l'inclusion, c'est un vrai sujet. Il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas de justice sociale. Donc nous, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille aussi dans notre projet. Et il y a toujours ce prisme-là, de réduire les déchets et de faire en sorte que les déchets soient des ressources, mais aussi de le faire pour tout le monde et de travailler de manière écosystémique. Donc notre systémie, et donc pareil, je ne vais pas vous parler d'économie régénérative et tous ces sujets-là, mais c'est des trucs qui nous motivent beaucoup et on croit beaucoup à ça dans la manière de revoir le monde avec un prisme différent et une approche différente. Donc Nico, qui est avec moi, qui est lui est le référent du magasin des matières. Donc Nico, son métier tous les jours, c'est donc ça, c'est un exemple. Là, en 2024, on a collecté 103 tonnes de matériaux. Donc vous avez voilà, les petits équivalents carbone et ce qu'on a pu faire. Et ça, en fait, c'est au bénéfice d'une communauté qu'on a. Et on a, alors ça, c'était les chiffres 24. Et là, à fin août, on est déjà à 1300 adhérents. Donc on va encore essayer d'exploser les scores du nombre d'adhérents. Et tous ces matériaux-là, ils sont vendus au kilo, au mètre linéaire, à prix solidaire. Donc dans la démarche de ce qu'est en train de développer Artex sur votre territoire. Et donc je rejoins Damien sur le fait qu'il faut soutenir ces actions-là et y participer le plus que vous le puissiez. Donc ce magasin des matières, eh bien, on a plein de matériaux différents. Donc on a des matières qui sont issues de plein de domaines d'activités différents. Donc nous, c'est pas une grande ville, La Rochelle, donc on touche à pas mal de typologies de matériaux différents. Donc on bosse avec ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. C'est-à-dire que les déchets ressources des entreprises peuvent devenir de la matière première. Par exemple, on récupère du contreplaqué marine de chantiers nautiques qui fabriquent des bateaux de luxe à plus d'1 million d'euros, qui gaspillent énormément de matériaux. Donc on récupère ça. Et tous ces matériaux-là, ils sont revendus au magasin des matières. Et on fabrique plein de choses avec que je vais vous présenter aussi. Donc on récupère ça plutôt du domaine des activités économiques. La culture et l'événementiel, et c'est en partie et principalement pour ça qu'on est un des cofondateurs du RESAC, là, du réseau des ressourceries culturelles, puisque je vous parlais des francopholies, mais les palais des congrès génèrent énormément de déchets dans le développement de leurs activités événementielles, tous les festivals également et tout, et on a surtout un paquet de troupes de théâtre ou d'acteurs artistes et du domaine de la culture qui sont ravis de trouver des matériaux dans nos magasins. Donc ça, c'est vraiment comme un magasin de bricolage qu'avec des matériaux issus de réemploi. Et il y a plein de typologies de matières, de peinture. On a une petite mercerie, petite quincaillerie, etc. Le troisième domaine d'activité auprès duquel on récupère, c'est tout ce qui va être le domaine du bâtiment et des chantiers de déconstruction sélective. Là, par exemple, ça, c'est des poutres qui sont issues de la déconstruction des joues du stade Rochelet, le stade Marcel Desflandres, où Clermont est venu prendre une petite fessée dernièrement. Mais c'était juste. Bref, et c'était des poutres en Douglas, lamellé collé, donc incroyable pour faire de la structure, pour faire pas mal de choses. Voilà. Le plus gros client du magasin des matières, c'est nous-mêmes.
puisque pour le coup, on a des ateliers de fabrication et une équipe de designers. Donc on a Nicolas qui est designer industriel et Elodie qui est plutôt designer d'espace. Et pour le coup, on fabrique des agencements, des scénographies en réemploi. Et on maîtrise vraiment tout le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner les clients. Donc là, je vais retoucher au design, vous reparlez du design, mais on est capable de diagnostiquer le besoin de telle structure à accueillir du public à tel endroit, d'être assis ici, d'être dans une zone calme, avoir là, par exemple, une vitrine réfrigérée dans une boulangerie, etc. etc. Et donc, on va du coup diagnostiquer le besoin fonctionnel, on va diagnostiquer le mobilier existant, on va diagnostiquer, nous, les ressources qu'on a sous le coude au magasin des matières, et de ça, on va faire une proposition de design esthétique et fonctionnel en réemploi. Donc, ça va être des accueils de mairie, comme celle-ci à Rivedoux sur l'île de Ré. Là, les fenêtres, c'est des fenêtres, c'est issu de des constructions de fenêtres. Vous avez d'autres matières qui sont issues d'un peu toutes les activités que je vous ai explicitées. Donc on bosse pour le privé, on bosse pour le public, pour des particuliers, mais on fait aussi quelques scénographies comme ce genre de décor-là. Ça, c'est une scénographie on a participé à la construction de pas mal de guinguettes éphémères sur nos territoires. Et donc là, on avait fabriqué une baleine, une grosse baleine, avec du bois exotique qui était issu de l'activité du Grand Port. Il y avait pas mal de choses. Et puis, voilà, elle plonge dans un Algeco et elle ressort. Et il y a tout un petit bar autour. Donc ça va être ce genre de projet-là. Donc tout ça, vous le retrouvez sur notre site si vous voulez aller plus loin. Toujours dans le domaine de la culture, là, on a aménagé une médiathèque départementale de Charente. Donc là, on répond à des marchés publics pour pouvoir répondre à ça. Donc vous avez la petite 3D à côté, et puis voilà ce que ça donne en réalité. Donc pareil, on est reparti de mobilier existant qu'on a customisé, découpé, etc. Donc là, il y a un tonnage de déchets évités, et ça permet de livrer des choses plutôt sympathiques. On travaille énormément sur les cadeaux d'entreprise et les petits objets, donc du design produit comme vous voyez là. Donc il y a pas mal de choses. On fait des scénos, comme vous avez vu à droite en bas. On a fait un peu de muséo avec... Bon, pareil, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on fait, quoi. Mais... Et ensuite, on a toute une partie de recherche et développement. On essaie de développer des nouveaux prismes de travail. Donc on a une unité Precious Plastique où on va pouvoir broyer le plastique et refaire des matières avec. Et c'est des matières qu'on va pouvoir réutiliser soit dans de la scénographie ou des agencements. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on bosse en ce moment. Pas mal, ça permet de fabriquer des petits objets aussi. Et à chaque fois avec des axes très liés à la formation. Combien de temps il me reste ? C'est fini, 20 secondes. Je vais vite. Formation, la sensibilisation, c'est un gros job qu'on mène si on veut changer notre manière de penser. Je vous le disais tout à l'heure, il faut accompagner des jeunes déscolarisés jusqu'à des doctorants en passant par des gens qui sont dans le monde du travail à changer leur logiciel et leur manière de penser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et c'est assez cool, on est assez fiers de ça. On a par exemple des jeunes déscolarisés avec lesquels on travaille, qui maintenant, l'année dernière, je les ai fait intervenir dans une école de commerce où on travaille. Ils ont donné une journée de cours à des jeunes de Bac+5 sur la justice sociale et l'innovation sociale. Et ils ont été payés pour ça. Et donc ça, c'est le genre de petites anecdotes qu'on aime bien raconter parce que l'innovation sociale et tout ça, elle est là. Bon, je passe vite, mais du coup, dans le tiers-lieu, on héberge aussi des artisans. Les 100 patrons, ils font de la couture avec du plastique souple. Allez voir ce qu'ils font, c'est trop bien. On a une céramiste, on a une peintre en lettres. Et voilà. Donc il y a à la fois des salariés dans l'équipe et des indépendants qui gravitent autour du projet, plus toute notre petite communauté. Et ça participe du coup à changer pas mal les pratiques et le monde dans lequel on vit. Voilà. J'ai fait le tour, je crois. Et... Parfait. Je coupe, hein, je ne vous montre pas tout. Ouais, ça, c'est la partie bureau. Et voilà, tout va bien. Merci. Alors, comme tout à l'heure, des questions ? Bonjour. Une question par rapport au sourcing des matières. Quand vous faites un projet, c'est toujours uniquement des choses que vous avez à la matière,
ou est-ce que c'est, comment vous arrivez à trouver les matériaux? Est-ce que c'est toujours la question, surtout en design d'espace, de qu'est-ce qu'on trouve par rapport à la demande du client et où est-ce qu'on arrive à le trouver? Comment ça, quel est votre process par rapport à ça? Alors, ouais, il y a quelques années, j'aurais répondu autre chose. Là, en ce moment, je me pose beaucoup de questions quand même. Mais on source, donc le Ressac, c'est un vrai outil pour nous puisque ça nous permet de travailler avec tous les copains qui sont là et de parfois collecter des matières. Nous, on n'a pas beaucoup de place de stockage chez nous à La Rochelle. Le foncier, c'est l'enfer. Et pour le coup, il y a un vrai enjeu de logistique dédié à tout ça. Donc, savoir ce qu'il y a un peu à droite, à gauche, aller diagnostiquer, trouver des ressources et tout ça. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs dans différents domaines d'activité où ça nous permet de trouver ces gisements-là. Le plus difficile, c'est plus la temporalité où quand tu réponds à des marchés, où tu t'es engagé et tu as dessiné quelque chose en disant on va le faire comme ça, etc. Tu réponds en juillet pour un agencement qui va être en février l'année suivante. Bah là, c'est hyper touchy, donc ça demande un peu de stockage, d'anticipation. Et on a cramé quelques designers chez nous qui, eux, dessinaient toujours le truc idéal, etc. Et qui n'avaient pas le réflexe d'aller voir ce qu'il y avait dans le magasin ou d'avoir le réflexe aussi de partir des matières et tout. Donc il faut un petit peu parfois changer, mais je pense que Élise, elle en parlera mieux que moi. Changer son logiciel là-dessus et de se dire bah ouais, ok, on ouvre large le champ des possibles de ce qu'on pourrait dessiner ou agencer. Il faut faire avec ce qu'on a. Donc il faut être malin, c'est souvent du bon sens. Donc on essaie d'anticiper le plus possible. Ça demande de stocker forcément quand on voit l'échelle des choses auxquelles on répond, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu, Clément. Est-ce qu'on a une autre question? Non, c'est ce qui me semblait. Non, mais moi j'ai besoin d'une question ou une remarque. Tu as l'air de faire 1000 choses. Je passerai le micro après. Tu as l'air de faire 1000 choses. Comment tu t'organises en fait? C'est ça. Il perd la tête. C'est-à-dire que tu as l'air d'avoir déjà plusieurs casquettes. Tu montrais le schéma tout à l'heure où tu touches des sites, Ouais. des carnets. Mais en fait, tu as combien de métiers finalement en même temps? Ouais. Moi, j'ai déjà du mal à définir ce que je fais. Donc, non, l'idée, c'est... moi, j'ai un profil plutôt de gestionnaire à la base. Donc, ce qui permet, quand tu gères ce genre de projet-là, ça aide bien. Sur les finances, on est 14 salariés. Donc, il y a une petite gestion, une petite pression de faire manger 14 personnes. Donc, voilà. Moi, j'ai plutôt ce profil-là. Mais j'ai surtout un profil créatif aussi, donc j'arrive à m'entourer surtout. Donc j'ai une équipe top. Non, on a une équipe de ouf avec. Alors on le fait pas, on le fait parce que ça a du sens et tout, et ça génère quelque chose de particulier et tout. Mais voilà, on a des profils. Pierre qui est souvent en binôme avec moi, lui il me remet un peu dans des cases. Moi je dis souvent j'ai besoin d'un carré pour mettre mes ronds dans mes carrés. Et donc ça c'est important aussi de savoir les profils avec lesquels on s'entoure, même si chez nous on a beaucoup de gens qui ont mis l'idée. Mais ouais, faut bien s'entourer, je pense que ça c'est une vraie idée, déléguer. Et puis tout ce qu'on fait, nous on le mène en sociocratie, donc pareil, les enjeux de prise de décision dans le projet sont collectives et tout, donc c'est pareil, c'est un autre exercice encore donc après avec l'utopie de ce que c'était et de ce que c'est devenu aujourd'hui, mais en tout cas on a fait ce qu'on avait dit, quoi, pour le moment. Ouais, moi j'avais une question sur le budget des projets. J'ai l'impression que ça prend du coup plus de temps de réfléchir comme ça en partant de la ressource en fait, de diagnostiquer tout ce qu'il y a, etc. Et comment vous en sortez financièrement après? Est-ce que le client accepte de payer ce travail-là de conception en plus finalement pour peut-être payer moins en fabrication, mais c'est pas évident, je trouve. Alors si on est sur le focus par exemple agencement d'espace et tout, le mobilier professionnel ça coûte une fortune. Je sais pas quel est votre métier, mais en tout cas voilà, c'est un vrai sujet. Et puis parfois on change du mobilier alors qu'en fait
la fonction qu'on veut, elle est encore la même. Donc moi, j'ai eu des rendez-vous lunaires avec Covea ou les enjeux des assurances et tout. Je racontais ça hier, je ne sais plus à qui. Enfin, c'est fou, ils changent de mobilier alors qu'en fait, ça va très bien, quoi. Donc il y a déjà ça dans le diagnostic, c'est de pousser les changements de comportement vers la sobriété et tout aussi. Et bref, et pour revenir sur la rentabilité, c'est chaud. Ouais, c'est bien sûr qu'on n'est pas, nous, dans l'achat-revente de mobilier qui sont fabriqués loin, etc. Donc le prix, on essaie d'être à iso-coût d'un meuble classique ou d'un agencement classique. Après, tout ce qui va être dans le domaine culturel ou un peu... ça, c'est un peu hors champ. On est dans des budgets un peu différents. Ça dépend vraiment. Et en même temps, souvent, il faut des choses très belles pour pas cher et très vite. Donc toujours l'enjeu du designer. Mais tu as une question, c'est ça? Pardon, pour répondre. Il n'y a pas de budget parallèle pour les projets en réemploi. Donc de fait, on fait avec les mêmes budgets. Je veux dire, ils n'ont pas des clients plus riches que les autres designers. C'est plus ça que moi je trouve qu'il faut qu'on s'enlève cette pensée, parce que de toute façon, on a les mêmes règles du jeu. J'ai l'impression. Oui, et il y a un autre sujet aussi, c'est que en fait, souvent, les acheteurs publics, par exemple, nous auxquels on a affaire, ils partent du principe que comme on n'achète pas la matière ou qu'on la récupère, de toute façon, ça va être moins cher. Alors, il y a tout un schéma de pensée où il faut leur dire que le temps homme qu'on va passer à transformer ça ou à dessiner, effectivement, il fait que c'est pas forcément moins cher. Et après, l'autre... sur l'enjeu, souvent, il y a aussi le jeu de dire, OK, c'est quoi votre budget, quoi? Je veux dire, si j'ai un dragon à faire en bois de réemploi ou une baleine ou je sais pas quoi, est-ce que j'ai un budget à 5000 balles et je fais un dragon ou est-ce que je fais un dragon qui crache du feu à 60 000 balles? Donc il y a un peu aussi, je pense, parfois par ce prisme-là, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Voilà. Merci Julien. On va continuer. Super. Eh bien, allez, à toi, Quentin. Merci. Alors, je me présente. Moi, je suis Quentin Broquet, du coup. Pour le coup, j'ai peut-être une approche moins professionnelle que Julien, c'est ça. Et je suis peut-être venu, pas les mains dans les poches, mais alors du coup sans poche, parce que je suis vraiment moins prêt que toi. Pour moi, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Maintenant, le réemploi, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé dans ma pratique. Donc j'ai préféré faire une présentation un peu chronologique de mon travail, qui permet un peu de voir l'évolution de mon approche de ce qu'on peut récupérer et ce qu'on peut en faire. Le premier travail que je vous propose, c'est un travail d'estampe. En tant qu'étudiant, j'avais peu de place et j'ai commencé l'estampe à la fac, donc par la gravure, par la pointe sèche. Mais moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est plutôt l'abstraction et la mise en place de protocoles qui permettent l'abstraction et une émergence du hasard et d'une perte de contrôle. Donc en fait, essayer de mettre un maximum de règles du jeu qui permettent à moi d'avoir le moins de prise sur mon travail. Et donc là, cette série-là, c'est une série qui est réalisée à partir d'opercules de yaourt. Donc c'est de la récupération personnelle, hein. Je fais une collection d'opercules et je les passe sous presse pour voir le résultat. Ici, moi, sur cet exemple-là en particulier, ce qui m'intéressait, c'était les trames d'impression qui sont présentes au dos de l'opercule, que je trouve en fait assez belles et qui donnent à voir des motifs qu'on ne soupçonne parfois pas. J'ai d'autres exemples comme ça où en fait c'est finalement la technique et le protocole qui vont créer l'image et qui vont créer de la différence là où en fait c'était par exemple ici des opercules qui sont les mêmes, mais en fait comme je contrôle pas vraiment ce qui se passe, moi ce que je me contente de faire c'est de mettre de l'encre et de les passer sous presse. Finalement l'image qui se crée elle n'est pas elle est pas prévisible et finalement il y a aussi cette idée un peu de tirage d'état pour ceux qui font de l'estampe, l'idée que la matrice se modifie petit à petit.
Et donc, on a un peu des monotypes qui sont jamais identiques. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Et donc, voilà, là, le réemploi, c'est vraiment cette idée de trouver les choses et d'y chercher une beauté. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et comment on peut l'utiliser? Ensuite, j'ai un travail de photographie, qui est une série de photographies. Alors, c'est pas vraiment du réemploi parce que je vais pas prélever des éléments et m'en servir. L'idée, c'est plutôt de regarder autrement des objets qui sont présents autour de nous. Alors, ça revient un peu, il y a quand même un lien avec les opercules, puisque c'est aussi ça, comment on regarde ce qui nous entoure et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et qu'est-ce qui restera aussi après nous, puisque là c'est des plots de stationnement. Comment on peut les regarder différemment, comment on peut y chercher une beauté et un aspect sculptural. Alors moi, pour moi c'était intéressant. Je sais que voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais voilà, donc encore une fois, il y a un protocole ici qui est photographique, donc toujours le même cadrage, le même réglage de photo, essayer d'isoler le sujet pour avoir un flou d'arrière-plan et de traiter tout ça de manière assez neutre, un peu comme un relevé à la manière de Bernd et Hilla Becher. Donc c'est plus pour faire une parenthèse cette fois-ci avec un travail un peu particulier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi le monde du chantier. À force de regarder de la pierre, essayer de voir où se trouve la sculpture autour de nous et comment on peut essayer de chercher de la sculpture là où c'était pas forcément le but premier. Je sais que moi, j'ai vécu pendant pas mal d'années à Paris. Et en tant que photographe, moi, je trouvais ça hyper intéressant, tout ce qui se passait autour de moi. Je n'étais pas du tout chamboulé par comment dire, tous les travaux qui étaient à Paris. Pour moi, c'était plutôt une aubaine et un plaisir de voir en fait le geste humain et comment on pouvait le regarder, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un atelier dans des ateliers partagés au sein de l'association Les Ateliers. Beaucoup de fois les ateliers. Et donc j'ai passé 1 an là-bas et en fait, j'avais commencé à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire en lien avec le chantier. Je voulais faire une création plastique à partir de tout ça. Et en fait, il y a eu le chantier de démolition du quartier Saint-Jacques et de la muraille de Chine. Et alors, si mon propos artistique n'est pas autour de ça, j'ai eu la chance de pouvoir, après avoir contacté Assemblia, de pouvoir accéder au chantier et récupérer du coup des fragments de murs et des fragments des éléments du chantier et de m'en servir dans ma pratique plastique. Donc là, ma question, c'était finalement ces morceaux de murs qui faisaient des habitations, comment on pouvait essayer de les remettre un peu à leur place, comment on pouvait les regarder différemment et en faire autre chose. Donc là, c'était plus une idée de socle qui remet droit un mur ou en fait qui imagine comment pouvait être le fragment à la base, tout en le protégeant un peu avec un système de mousse. Et à partir de ça, j'ai commencé à travailler un système de boîte qui est inspiré en fait des caisses de transport d'œuvres d'art. L'idée, c'est de présenter de manière fragile quelque chose qui n'est pas, et en tout cas qu'on ne regarde pas comme ça. Donc en fait, de protéger des fragments qui étaient des déchets et des choses destinées à faire du remblai. Et en fait, moi, ma question au départ avec les boîtes de transport comme ça, j'étais parti plutôt pour faire un travail personnel. Je me disais, j'ai vraiment envie de travailler sur la boîte de transport, c'est quelque chose qui m'intéresse, qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Et en fait, les premières idées que j'avais, c'était des éléments de ma vie à moi, comment je pouvais parler un peu de moi par mon travail. Et en fait, ça ne me plaisait pas forcément. Et en même temps, j'avais l'envie de réussir à faire un travail à partir d'éléments de chantier. Et c'est comme ça que tout s'est assemblé. En fait, ça me paraissait beaucoup plus important et plus intéressant de finalement chercher des éléments qui peuvent parler à tout le monde.
puisque l'idée c'est un peu de parler de la disparition du construit et de comment finalement on rase et on fait disparaître de la mémoire collective. Voilà, il s'avère que c'est un espace de vie commun où il y a quand même beaucoup de personnes qui ont vécu. Donc une mémoire commune qui disparaît, où en fait on fait des articles où on parle de la démolition, ça va disparaître, d'accord, il y a eu du relogement, mais finalement on oublie que ce lieu il était lié quand même à beaucoup d'histoires, et moi je repensais à tous ces lieux de vie que j'ai connus, je sais pas, l'appartement où j'ai vécu avec mes parents où je pourrais plus jamais aller, ou l'appartement de ma grand-mère pareil. Donc en fait des liens qui sont forts, où on a des souvenirs. Et je trouvais ça important quelque part d'essayer de montrer qu'on pourrait essayer de préserver comment dire, le lien entre la vie et le bâti quelque part. Donc mon idée c'était de présenter des stèles initialement comme ça, donc des boîtes qu'on peut ouvrir, on peut regarder à l'intérieur. C'était peut-être un petit peu comment dire, trop proche de petits cercueils. C'est un peu ce qui est revenu souvent. Bon, à la fois, c'était assumé, puisque bon, la hauteur des socles était celle des pieds qu'on met sous les cercueils. Donc il y avait quand même un jeu là-dessus, et ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, parce que je ne voulais pas forcément parler du deuil, même si le souvenir, l'effacement et tout ça, ça peut avoir un lien. Et voilà, en travaillant les assemblages de pierre, de mousse et de bois, petit à petit, finalement, je revenais sur un travail d'abstraction. Moi, c'était vraiment mon point de départ, c'était de créer de l'abstrait. J'ai toujours eu une pratique de peintre abstrait. Et en fait, ces boîtes, elles étaient présentées sur des socles, c'était vraiment mon idée. J'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait que je fasse et ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, j'essayais en parallèle de trouver un moyen de refaire des tableaux, ou en tout cas ce qui pouvait ressembler à des tableaux, avec des éléments de chantier, et j'y arrivais pas du tout. Et en fait, c'est en les regardant, en les photographiant, en discutant que plusieurs fois, en fait, on m'a quand même fait comprendre que tout ce que je mettais en place, les jeux de symétrie, les textures, finalement, c'était une composition graphique, et que ça pouvait presque être des sortes de tableaux. Et c'est comme ça que ma pratique a évolué vers des boîtes qui finalement se retrouvent accrochées au mur, et qui deviennent cette fois-ci des tableaux qui incluent des éléments de chantier. Donc en fait, tout fonctionne par un système de compression de la mousse. Rien n'est collé, à part les seuls qui sont collés, c'est les mousses qui sont un peu dures et qui pour le coup font pas forcément de pression. Mais alors j'ai mis des images trop grosses, pardon. Et là, non, c'est bon. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait par ce jeu de compression, c'était de remettre de la fragilité, c'est-à-dire mettre une boîte qui protège, mais en fait montrer que c'est pas acquis. Finalement, si on tape dessus, ça peut peut-être tomber, parce que l'idée c'était ça aussi, quoi, de montrer que cette mémoire, elle est fragile et elle peut disparaître à tout moment. Donc je crois que c'est pour le coup c'est ce travail-là que je préfère, parce que souvent ces petits carreaux, c'est ceux qui parlent le plus aux gens. C'est-à-dire que y a souvent les personnes qui voient ce travail ont un souvenir d'une salle de bain ou d'un hall d'immeuble où il y a des petits carreaux comme ça. Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans ce travail-là, c'était de pouvoir faire un lien avec les gens par l'utilisation d'un fragment d'habitation. Et donc de parler de la mémoire commune de tout ça. Et donc je vous montre quelques exemples. Et ouais. Alors après, tout ça c'est des mousses de récupération. On a la chance d'avoir une boutique qui s'appelle la Maison de la Mousse et du Caoutchouc, il me semble,
et qui est incroyable pour ceux qui sont de Clermont-Ferrand et qui aiment la mousse. C'est un incontournable. C'est vraiment génial. Donc voilà, c'est l'idée de présenter des fragments à la fois dans des compositions graphiques et à la fois de manière un peu solennelle pour être un peu sérieux mais en rigolant quand même un peu. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai une petite question par rapport justement du coup, le projet sur la muraille. Du coup, est-ce que tout ce qui a été produit a été montré, par exemple, aux habitants, justement, ou est-ce qu'il y a eu un lieu d'exposition pour montrer tout ce lien, en fait? En fait, moi, c'est le lien avec la muraille, c'est un lien que j'évoque ici parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de Clermontois. Et en fait, ça explique un basculement dans mon travail, dans le sens où quand j'ai eu accès à un atelier pour avoir de la place pour travailler, il y a eu cette destruction-là, et ça m'a permis d'y aller. Maintenant, moi j'ai pas grandi là-bas, je connais personne qui a grandi là-bas, et je trouvais que c'était un peu malvenu d'arriver et de dire je vais faire un travail qui parle de la muraille de Chine. En fait, mon idée, c'était plus, et c'est pour ça que pour moi, celui qui fonctionne le mieux, c'est les petits carreaux qui en fait sont un peu universels. Et mon travail, c'est plus ça. Je voulais pas m'approprier une histoire qui n'est pas la mienne. J'avais plus envie de chercher là-bas des choses qui peuvent résonner en tout le monde. Donc non, je me suis pas tourné vers des habitants qui auraient vécu là-bas. J'ai pas recontacté Assemblia pour leur parler de mon travail parce que voilà, en fait quelque part, je crois que je préférais que ce soit un peu plus vague que ça. Mais... Est-ce que tu références sur une carte où tu les as... Enfin, est-ce que tu sais où tu les as récupérés? Alors pour le coup, là ils viennent tous du même endroit. Okay. Mais je sais que par exemple, ça c'est plus pour le travail des photos de poteaux, où je vais avoir tendance à plutôt réfléchir à où j'ai pris ces photos-là, parce que un peu à la manière de l'ARN, c'est Eric Tabouchi, merci, qui fait des photographies partout dans Paris et partout en France, et qui vraiment fait une carte. Donc c'est un atlas photographique qui est assez impressionnant. Pour le coup, c'est pas mon travail, c'est pas forcément de chercher d'où ça vient. Encore une fois, l'idée c'est que ça puisse évoquer en fait une forme ou une couleur, qu'elle puisse évoquer un souvenir à quelqu'un. Et pour moi, c'était en fait réussir à évoquer un souvenir à quelqu'un, c'était plus fort que par exemple parler de ma vie. Je trouvais ça plus important que que de dire bon bah oui, ma grand-mère habitait au Havre et je peux plus aller voir son appartement et je suis triste. Mais voilà, je trouve que c'est plus important de créer un lien avec le spectateur. Et du coup, c'est moi qui vais poser la question. Pardon Clément, je me permets. Est-ce que pour le coup, des gens se sont déjà adressés à toi pour, plus ou moins commander un travail sur des choses qui leur auraient appartenu, un bâtiment, un lieu qu'ils auraient en souvenir et qu'ils aimeraient emporter d'une certaine façon? Alors, j'ai eu des demandes et ça s'est pas fait parce que, alors pour un cas de mémoire, le chantier était plus accessible, mais il y avait cette volonté-là. Et voilà. Après, j'ai ma voisine qui a un petit morceau du mur de Berlin et qui veut que je fasse une boîte pour son petit morceau du mur de Berlin, mais je serais ravi de le faire si ça lui fait plaisir. Mais voilà. Non, je trouve que voilà, moi ça m'intéresse aussi ce truc-là de dire en fait, je crois que je fonctionne beaucoup à l'idée de collection, de garder des choses. Et en fait, mon travail c'est aussi sur la valeur affective des choses.
En fait, j'ai présenté ce travail-là, pas cette année, mais l'année d'avant aux Arts en Balade, dans une école, dans une cour d'école. Et j'ai fait de la médiation avec les élèves de l'école, et c'était incroyable. Parce qu'eux, ils comprennent pourquoi ça peut être important d'avoir un caillou. En fait, bah oui, moi j'ai ma fille de 4 ans, elle a un caillou, elle l'adore, et il est important. Et en fait, c'est un truc qu'on oublie, mais en fait, ouais, la valeur affective, je trouve que c'est hyper important. Et moi, c'est un truc qui me touche et que j'ai toujours compris. Et du coup, oui, moi, je serais pas du tout contre faire des boîtes pour les objets même des gens, quoi. On est pile dans les temps. Merci beaucoup. On va continuer. Je vous laisse. Ça va, vous avez encore le courage. Donc moi, c'est Lise et je suis scénographe et de formation architecte. Et je suis directrice artistique / administratrice / comptable, constructrice de menus détail. Et moi, je fais de la scénographie pour le théâtre, pour l'événementiel. Quoi d'autre ? Je fais de la micro-architecture. Pour des fois, j'ai fait des théâtres itinérants, des choses comme ça. Et à un moment, on m'a collé l'étiquette d'atelier éco-responsable. Et donc, j'essaye de le défendre, mais je ne parle pas que de ça, puisque c'est une pratique que je travaille depuis un peu longtemps. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques projets qui m'amènent jusqu'à aujourd'hui. Puis, je vais faire un focus sur un projet spécifique qu'on a livré la semaine dernière, en phase 2, et qui intéresse les ressourceries, parce qu'il y a des matériaux qui sont passés par chez eux. Et donc, ça fait un petit lien avec ce qu'on a fait cette semaine. Voilà, donc c'est pluriel et il y a plusieurs époques. Ma particularité, c'est que j'aime bien prototyper et tester la matière, fouiller, être en atelier. Je pense que je suis à 50 voire 60% dehors et dans un atelier, et le reste sur mon ordi avec beaucoup de douleur. Donc voilà à peu près ma répartition de travail. Et je vais commencer par vous parler d'archéologie. Parce qu'il se trouve qu'en 3e année d'archi, j'ai fait un stage chantier en Jordanie, dans les temples nabatéens. Et en archéologie, on commence par fouiller, c'est-à-dire qu'on épluche le sable qui s'est accumulé depuis quelques années. Et tous les ans, on doit recommencer une partie, puis ensuite on accède à ce qu'on n'avait pas encore vu. Et la démarche, c'est celle-ci, on creuse, on dessine ce qu'on a trouvé, donc caillou par caillou, et ensuite on restaure. Et grosso modo, je pourrais m'arrêter là parce que c'est le résumé de à peu près tout ce que je fais depuis. Et évidemment, je le comprends maintenant, mais voilà, c'est pas à 4h du mat quand l'archi te dit « Ah, mais t'as trouvé ce caillou qui devait être là que je comprends ça. C'est aujourd'hui, quand je fais un peu le chemin de tout ce qui s'est passé. » Voilà, mais grosso modo, c'est le principe que j'applique, c'est que je fouille, je dessine, puis je restaure. Donc moi, j'arrive au réemploi par manque de moyens. En école, j'ai pas de moyens, mais on a envie de faire. Donc au début, on commence par démonter des palettes, et puis après, on fait un peu n'importe quoi. Et donc là, on a avec je passe vite, mais on pourra en reparler après. Avec des collectifs, à un moment, on a vraiment vécu dans un Emmaüs pendant plusieurs années et un peu plus de temps. On a fait des fêtes. Et en fait, là s'instaure l'idée que de toute façon, il ne nous manque rien. Grosso modo, ce n'est pas l'argent qui va nous bloquer sur cette question. Nous, on a des idées, on a été formés au design, à l'architecture, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de joie dans le réemploi, qu'on n'appelle pas comme ça à cette époque-là, mais voilà. Et j'ajoute juste que c'est pas au détriment d'une dramaturgie, parce que quand même, moi, on est formé à la scénographie, on a un texte, on a des comédiens qui doivent être au plateau, qui doivent pouvoir jouer, etc. Donc là, c'est des rouleaux de plans dans lesquels on range les plans à l'école d'archi, qui sont devenus la scénographie d'un spectacle qui parle de la guerre Israël-Palestine, déjà en 2014. Et donc il y a un bruit intéressant quand ça tombe, il remonte un mur, etc. Donc en fait, j'aurais pu, je ne sais pas si j'aurais eu cette idée si j'avais pas vu ces rouleaux dans l'école d'archi, mais dans les faits,
c'est un peu les deux en même temps, quoi. Il y a pas de regret, il n'y a pas de perte de designer ou de concepteur en tout cas. Voilà, les deux se font un peu en même temps. Et puis à Emmaüs, ça se professionnalise un tout petit peu parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets qui partent en broyage, que le bois massif il part à la benne, et donc on essaye de trouver des process pour sauver la matière à la base, avec beaucoup de temps et peu d'argent pour se payer. Donc ce chantier-là, il m'a payé mes machines et il a fait travailler à peu près 100 personnes, des étudiants, les compagnons d'Emmaüs. C'est un projet qui a eu un très très gros rayonnement de territoire et de rencontres entre les gens. Et en fait, dans ce projet, il illustre un peu ce qui se passe pour moi de prototypage et dans la matière. C'est qu'il y a des choses que je ne peux pas anticiper dans la conception. Je n'aurais pas pu me payer un sculpteur pour me faire une petite plume qui reste sur la mêlée-collée. Ça, pour moi, c'est la magie de la matière issue du réemploi. C'est des choses que je ne peux pas anticiper. Puis ça arrive en atelier, en fait. Ça n'arrive pas devant l'ordi. Donc, ce chantier-là particulièrement, moi, j'ai habité 7 mois dans ce Emmaüs. Et donc, on a les yeux sur la matière. On fouille dans les bennes, on sort des bennes, on fait de la prévention auprès des compagnons pour dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, etc. Donc ça, ça a été un chantier très dur. Quand je suis sortie, j'étais rincée. Et ça marque encore mon process de travail, en tout cas. Et puis quelques années plus tard, donc là 2020, une mairie pas très loin de ce Emmaüs nous contacte pour faire l'aménagement d'une salle de médiathèque. L'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît, donc c'est par appel d'offres, et l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît le territoire. Donc moi, je sais quelle est la source facile à trouver sur le territoire. J'ai pas défendu dans ma réponse d'appel d'offres le fait qu'on allait travailler avec la menuiserie Emmaüs, sourcer de la matière issue du réemploi, mais on a fait ça un peu dans notre coin pour pas faire peur aux commanditaires. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai remis mes valises à Emmaüs, et puis on a négocié d'utiliser leurs ateliers pour former les compagnons au bois, puisque la menuiserie nécessitait d'avoir des gens qui la refont fonctionner. Et en parallèle, on avait le droit de faire notre table dans leurs locaux, à côté. La mairie, évidemment, au bout d'un moment, nous, on fait venir au montage les compagnons. On a créé quand même un groupe de travail qui était chouette. Et l'année d'après, les compagnons ont construit tout le mobilier de la médiathèque, sans nous. Et ça, sur ce projet-là, pour moi, c'est l'exemple de rayonnement de projet que vous avez fait avec le défilé. C'est qu'est-ce qui reste du territoire quand on s'en va et qu'on a créé. Pour moi, le design circulaire, c'est aussi ce truc-là, de créer une filière, de créer une interaction, voilà, de la vie sur le territoire. Celui-là, bon, il n'a pas grand intérêt, mais il a l'intérêt de... Donc, moi, je sors d'Emmaüs et puis je suis toujours pas payée. Enfin, je suis toujours pas payée sur la phase de collecte, en fait. C'est-à-dire que c'est moi avec mes petits bras et on se dit c'est coûte que coûte, c'est notre éthique, moi c'est ce qui me fait vibrer d'aller fouiller, de tester la matière et tout ça. Mais c'est épuisant. Et ce chantier est le premier chantier où j'ai acheté de la matière dans une ressourcerie culturelle. Et donc, à ce moment-là, je rencontre Damien Forger, qui monte cette ressourcerie culturelle autour de Montaigu. Et je lui monte ma table, et je lui dis que si c'est possible. Et là, à ce moment-là, il y a 2 palettes dans le hangar, si je me souviens bien. Et voilà. Et là, je me retrouve embrayée dans ce projet de ressourcerie culturelle, de développement de tests et d'expérimentation avec la ressourcerie culturelle. Donc comment on pense les achats ou la location de matière, si c'est éphémère comme événement, dans ce cas, je vais peut-être pas acheter la matière. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu ridicule ? Voilà, on se pousse chacun dans nos retranchements avec nos problématiques. Et c'est comme ça que on se retrouve à démanteler des containers. Donc on en parlait cet après-midi. C'est ce fameux projet où aujourd'hui, je me retrouve des fois entre le scénographe et le constructeur, pour aider à faire ce lien, d'aller chercher de la matière, de dire où ça peut aller. Voilà.
il y a des métiers de transition et d'accompagnement qui existent et on se retrouve là un peu par hasard en général. Et voilà, ça c'est un exemple d'expérimentation qui a nécessité de prendre des liens avec des gens qui allaient acheter des parties de ce décor et les constructeurs, les démonteurs qui devaient démonter d'une certaine manière pour que ça puisse aller à l'autre endroit de façon intelligente, quoi, grosso modo. Et c'est la ressourcerie qui menait ce projet. Voilà, on a à peu près le panel de ce que je fais, grosso modo, dans ma vie. Et je vais vous présenter un projet en particulier. Quand on fait le réemploi, moi, ma problématique, c'est de réussir à défendre mon projet dans le même cadre que les appels d'offres logiques, enfin normaux, sans avoir de passe-droit ou voilà. Ce qui est très difficile, c'est de défendre un protocole avant un résultat dessiné, ne pas faire peur, voilà. Là, il se trouve que dans cet appel d'offres, ils étaient assez convaincus puisque c'était évoqué la volonté de faire du réemploi. Et donc, pour le contexte, on est dans une... Ah oui, ça, c'est ma présentation. Donc, on est dans une usine, une ancienne usine d'électronique. Et donc, au moment de l'appel d'offres, on va visiter le site avec Damien. Donc, ça, c'est leur contexte à eux. Nous, notre contexte, c'est que la ressourcerie culturelle et les ressourceries culturelles de France récupèrent à ce moment-là tous les modèles de la Gaîté Lyrique à Paris, les modules qui aménageaient un peu les lieux. Et donc, je prends le pari de répondre en me disant ça colle à peu près avec leur usage qu'ils essayent de décrire dans l'appel d'offres. En général, on sait en plus que ça change un peu à un moment. Mais voilà, je tente le coup en montrant que c'est possible, que j'ai des idées, que je me projette dans leurs propositions. J'arrive avec quelque chose d'un peu architecturé et avec des partenaires qui sont matériothèques. Donc il y a la matière qu'on intègre pour la partie parcours pédagogique. Donc leur but, c'est de faire un parcours pédagogique en présentant le travail des entreprises du territoire qui vont dans le sens de l'économie circulaire. Donc voilà, c'est ça le contexte pour eux de la demande. Voilà, c'était très flou. C'est l'idéal quand on veut faire du réemploi que l'appel d'offres soit très flou. Mais la réponse d'appel d'offres, c'est ça. Et puis c'est ce qu'on a de notre côté et ce que j'ai réussi à fouiller sur leur site quand j'ai visité le site. Sur le site, il y a le démantèlement du bâtiment en lui-même. Donc ils sont en train de réhabiliter une usine, donc il y a des choses qui se démontent, ils font du tri, etc. Et puis il y a une matériothèque qui s'est installée dans les locaux. Donc voilà, moi je projette qu'il y a des trucs à faire. C'est que ça ma réponse. Hein. C'est si on va y arriver, on va faire des trucs, quoi. Il se trouve que quand on visite le site, on se rend compte qu'il y a un menuisier qui s'est installé dans les locaux et qui fait du réemploi. Et donc on répond avec cette personne plutôt que de faire construire ailleurs. Donc se fait un petit consortium qui va habiter là. Grosso modo, j'habite et je déménage régulièrement où je travaille. Aujourd'hui, je fais ça plutôt sous forme de résidence, mais pour faire du réemploi, il faut sortir de son bureau et créer du lien et être avec les gens. Il y a un truc aussi de pédagogie un peu prenante, mais chouette. Donc voilà, les locaux, c'est ça. Donc ça, c'est la phase, on fouille. On s'imprègne des lieux. Je fouille un peu dans les photos historiques parce que du coup, il y a eu quand même beaucoup d'activités dans cette usine. Et c'est beaucoup, on voit toujours la grande halle avec des modules, voilà, les batteries de gens qui sont en train de trier on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais bon, vous voyez, il y a une espèce d'ambiance d'usine un peu marrante. Et commence le démantèlement des modules qu'on a vus juste avant. Donc ils étaient comme ça. Et puis on a démantelé. Et puis là, c'est comme un peu le tri. Je trie par catégorie. Et là, je dessine et je prends des cotes de tout ce que je récupère, grosso modo. En parallèle, j'ai déjà des trucs qui me font de l'œil à la matériothèque. Donc en fait, j'ai vraiment un appareil photo plein de photos de trucs. Voilà, et je sais à peu près où je les ai trouvés. Donc voilà comment ça se passe. Il y a une phase où c'est la préfiguration d'espace. Donc j'ai un peu placé les modules, un peu dessiné avec l'inventaire. On a commencé à proposer des choses. Et ça, c'est en cours de chantier. Il y a une phase où
on réajuste un peu ce qu'on s'est dit, en fait, ce qu'ils veulent faire. J'ai pas les matériaux qu'il faut, ou et si c'était comme ça, est-ce que ça te va si je modifie? En fait, il y a toute cette marge de manœuvre qui est nécessaire, que moi je trouve plutôt délicate à faire, en plus qui est assez chouette, de proposer une étape. Et en plus, on leur laisse la main en fait, de se dire, de tester, de se dire ah ouais mais ça marchait pas du tout, ça c'est trop large. Finalement, on s'est rendu compte que le parcours il est pas dans le bon sens. Voilà, il y a quand même un petit stress quand on livre des choses finies sur papier, de se dire ah, mais est-ce que dans l'usage ça va vraiment marcher quoi. Et donc dans cette première phase, ils ont testé pendant 3 mois cette version un peu pas finie. Donc il y a des étagères qui sont devenues des bancs, il y a eu des tests de cartels, d'exposition, il y a eu le test de tourniquet dans le module, ça faisait des portes par étape, donc en gros leur expo, il y a construire et rénover, vivre avec ses ressources locales, s'habiller, s'équiper, et puis on présente des entreprises avec des initiatives. En parallèle de ce travail-là, moi j'ai visité les usines et on a été chercher de la matière chez eux pour parler de leur matière et de ce qu'ils en faisaient. Donc ça devient aussi une matière d'installation. Et donc tout ce monde-là, voilà. Après, moi, je fais confiance à nos cerveaux de concepteurs pour repérer les couleurs qui se détachent. Il y a aussi le logo du lieu qui fait que je m'appuie quand même sur une dramaturgie, sur une histoire du lieu. En fait, après, nous, on a été formés pour ça quand même. Donc, voilà, ce bleu, il est pile poil le bleu du logo de Synergie, du lieu. Donc forcément, ça, on le voit, on le met de côté. Il y a des marquages au sol de l'usine qui disent ah bah ça on peut reprendre ce jeu-là. Forcément, on raconte une continuité de projet, etc. Voilà. Et donc il y a des installations qui ressemblent pas à grand-chose. D'ailleurs, quand les élus ils débarquent sur la première phase, ils disent c'est un peu léger quoi, quand même comme install. Mais voilà, et comme ils commencent à faire le programme, et puis du coup ils peuvent revenir sur la décision et tout, ça c'est quand même assez intéressant. Voilà, ça c'est la phase de la semaine dernière en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le graphisme est arrivé plutôt tard par rapport à d'autres appels d'offres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu en même temps que moi. On a décidé d'attendre, de dessiner un peu plus le projet, d'avoir choisi nos couleurs parce que c'est les matériaux qui les induisaient. Et donc le graphisme est arrivé plus tard et on a rédigé l'appel d'offres en fonction de ce qu'on avait déjà décortiqué. Voilà. Et après, il y a une cohérence qui commence à s'installer. Là, aujourd'hui, ils vont tester pendant au moins 6 mois, 1 an ce parcours-là. Et on verra bien ce qu'ils en ont. L'avantage de ce projet, c'est quand même qu'ils sont dans un tiers-lieu où ça évolue. Et puis, voilà, c'est leur but de le monter, de le démonter, de le tester, etc. Donc c'est idéal comme process, pour faire ce process-là en tout cas. Il y a Sandrine Mallet aussi. Donc, il y a, pour vous dire un peu les acteurs, il y a eu de l'insertion avec la matériothèque. Il y a eu la menuiserie des Grands Bois. Il y a eu une menuiserie nantaise qui nous a soutenus sur du montage, qui sont Les Mains Libres et Tohubohu. Il y a eu les graphismes Kaolin. J'oublie des gens. Bref, mais en tout cas, enfin bon, de toute façon, on ne fait jamais ça tout seul. En fait, c'est ça que je veux dire surtout. Il y a toujours des ping-pong entre tout ce monde-là. Nous aussi, on a trié des vêtements par couleur. Et pour moi, la cohérence de cette planche, c'est juste que voilà, on a racheté de la peinture. Et le reste, c'est que du détail. Voilà, la quincaillerie, là, c'est des accroches de barrières de bétail, puis des ressorts de trampoline, et puis des crochets de plomberie. En fait, tout est un peu... moi, je pense que le principe, on le comprend, c'est-à-dire qu'il faut des panneaux par entreprise pour que ce soit identifié. Et après, la manière dont c'est fait, notre goût, la sensibilité de notre travail, etc., fait qu'on va s'en sortir à peu près avec tout ce qu'il y a, quoi. C'est une question de composition et par contre, de prendre le temps d'être là, de changer d'idée aussi, c'est-à-dire l'idée n'est jamais figée, c'est un espèce de principe et de proportion que j'ai, et après, je m'arrange avec la réalité de ce qu'il y a sur place. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Je voulais juste quand même montrer d'autres exemples où il n'y a pas une matériothèque à côté, parce que ça semble un peu facile et idéal de faire ça. On a fait d'autres workshops avec, là pour le coup, l'écologie industrielle du territoire de la Gaubretière qui est en Vendée. Donc là, c'est vraiment aller visiter les usines. Il y avait une chargée économique qui avait un peu repéré les gisements. Donc là, on a travaillé avec des étudiants en contraignant sur la matière pour faire des cabanes, etc. Pour moi, c'est infini. En tout cas, quand je me déplace, on en parlait, je ne sais pas trop où j'habite, mais en tout cas, il ne me manque jamais rien là où je vais, quoi, grosso modo. Voilà, bon, c'est toujours les mêmes process et ça répond toujours à une problématique dramaturgique. Bon, je ne vais pas faire la liste. Là, ce qui était intéressant sur ce projet, donc c'est une expo éphémère où a été entendu au moment de la réponse de l'appel d'offres que rien n'allait appartenir au commanditaire. C'est-à-dire que tous les matériaux qui sont ici ont été repeints ou retraités, etc., appartiennent à la ressourcerie culturelle, on les modifie, on fait l'expo et ça retourne à la ressourcerie culturelle. Et du coup, il y a une aide aussi logistique. Et le process est toujours le même, c'est-à-dire que donc, la réponse d'appel d'offres, elle n'est pas finie dans le sens, ils n'ont pas les matériaux, ils ne savent pas, mais la proportion, ils la connaissent. On sait qu'on rentre toutes les œuvres et en tout cas, ils sont rassurés sur le parcours de l'exposition. Et surtout, le process est toujours le même, c'est que je vais fouiller, je dessine mon projet et puis en fait on restaure. C'est-à-dire que ça, c'est des châssis qui ont été mixés entre du panneau et des châssis qui étaient déjà faits. Et puis je repeins. Et ce châssis, je crois qu'il est resté après à la ressourcerie où il a été loué. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que la matière, elle est qu'une étape moi, je suis qu'une étape dans la vie de cette matière-là. Et après, ça doit repartir dans le circuit, quoi. Voilà, ça c'était pour un peu montrer d'où ça peut venir. Il y a des choses qui viennent de la ressourcerie, il y a des choses qui appartiennent à la matériothèque et je fais un gloubi-boulga des matériaux de tout le monde. Voilà, et ça marche aussi au théâtre. Mais bon, je pourrais vous faire la revue de projet, j'ai toujours le même process et il n'y a jamais la question on ne peut pas le faire. C'est toujours, moi j'ai toujours une entrée dramaturgique avec un metteur en scène et je lui dis pas bah non ça je vais devoir rentrer les ronds dans les carrés parce que je veux absolument faire du réemploi. Cette entrée là, enfin pour moi elle est pas viable. Si on se dit ça, elle est déjà très ennuyante et on fait plus notre travail, quoi. Mais voilà, je crois que j'ai fini. Je suis dans les temps. Merci Lise. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Moi, j'aurais une question par rapport à comment on intègre le temps dans la réponse d'appel d'offres, parce que visiblement, c'est des projets où le temps n'est pas forcément maîtrisé, en tout cas pas au moment de la réponse. Donc savoir comment vous l'intégrez. Tu dis que c'est pas maîtrisé dans la réponse parce que je la chiffre quand même. Je chiffre mon temps de présence sur un territoire. Par contre, mes enveloppes, elles sont pas. Mes enveloppes, elles se déplacent. C'est-à-dire que l'argent que je ne mets pas dans l'achat d'une matière première, elle va peut-être payer quelqu'un, ou du temps sur site, ou du logement. Voilà. En fait, c'est ça qui est difficile à défendre à la réponse de l'appel d'offres. C'est que c'est juste des budgets qui se déplacent. Effectivement, je coûte plus cher qu'un matériau neuf en termes de temps. Mais finalement, on ne s'en rend pas tant compte. Il y a quand même l'usage qui est rempli. Je veux dire, je n'ai pas bradé ma réponse et tous les besoins ont été rempli en tout cas. Enfin, moi personnellement, je suis convaincue que j'ai pas ce problème-là. Le défendre au moment de l'appel d'offres, c'est encore un autre sujet. Ouais. Et ça, pour ça,
par exemple, j'ai rencontré les gens, apparemment, j'ai reçu cet appel d'offres dans ma boîte mail. Donc, on avait repéré mon travail, et puis j'ai rencontré les gens à la visite. Et puis, en fait, c'est compliqué de ne pas rencontrer. Je perds tous les appels d'offres où j'ai pas rencontré les gens. C'est systématique. Donc, j'en fais plus. J'avais un peu la même question aussi, mais c'est par rapport au projet que tu nous as montré. Justement, est-ce que tu as, par exemple, toute la phase de préfiguration qui dure un moment quand même de test, ça c'était déjà inscrit dans l'appel d'offres ou tu l'as mis dans la réponse, la démarche que tu as proposée ou ils s'attendaient déjà à ce type de... En fait, j'ai un planning à montrer. Donc j'ai un planning, j'ai de la visite, j'ai une semaine de workshop recherche, où je sais que j'ai la menuiserie qui est sur place, je dessine un peu avant des intuitions, mais il y a des trucs qu'on a testés qui ne sont pas sur la proposition finale. Donc oui, c'est le cas. Et en fait, je me rends compte là, dans ce cadre de projet, c'est très rassurant de m'avoir sous la main pendant une semaine disposition, et on épluche le projet et on vit avec les gens, on mange avec les gens. Donc c'est intense comme une résidence de théâtre en fait à ce moment-là. Mais j'ai la sensation qu'on arrive à un truc assez juste pour eux surtout, qui sont bon après. Et puis je travaille plus le week-end et je pars assez tôt le soir. Bon, bah parfait. Merci. Merci Lise, merci à tous les quatre. On va conclure là. Juste pour vous dire, comme on l'avait un peu annoncé tout à l'heure, qu'on va continuer, en vous invitant, si vous le souhaitez, à nous rejoindre au Porte-Mine. Donc à l'atelier, c'est un peu plus bas, rue Fongièvre. Suivez la personne qui va porter le banc au-dessus de sa tête, c'est le plus simple. Voilà, si vous ne pouvez pas forcément nous suivre cette fois-là, n'hésitez pas à venir au prochain apéro design qui est le 31 octobre de mémoire. Et puis suivez soit avec la newsletter, soit avec l'Instagram. C'est le plus simple. Et si vous voulez récupérer une fabuleuse affiche faite par Augustin et Valentine, on en a plein devant, vous pouvez même les faire signer si vous voulez. Voilà, et sinon, merci beaucoup d'être venus. Encore merci à tous les quatre d'avoir partagé vos projets, c'était super. Et voilà, l'année prochaine, a priori, parce qu'on va essayer de continuer sur ce rythme-là, ça fonctionne bien. Merci. Parfait. Merci. 15 minutes.